30 mai 2016, 18h46, la bananeraie Boulogne-Billancourt. François Fillon, candidat à la présidentielle, est accueilli dans les locaux de Michel et Augustin. En pleine période électorale, François Fillon a besoin de sortir de son image rigoriste de Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Quoi de mieux donc que cette invitation dans une boîte qui cumule réussite et cool attitude ? C'est donc sans hésiter qu'il accepte cette vache à boire avec les salariés et les fondateurs de la marque de gâteaux. 19h04. L'ancien Premier ministre de Sarkozy s'installe donc sur scène devant une petite centaine de spectateurs. Augustin Palluel-Marmont se lève pour présenter l'invité. François Fillon est le seul homme politique à formuler un horizon politique pour la France. Il rajoute même quelques minutes plus tard « On aime les gens inspirés et inspirants » en parlant de François Fillon. Il n'en faut pas plus. Les réseaux sociaux prennent feu. La déclaration d'amour d'Augustin est vécue comme une déclaration de guerre par les amoureux de la marque. En cette fin de campagne, François Fillon s'est rapproché du mouvement de la Manif pour tous et l'association passe très mal pour les fans de la marque. Si Michel et Augustin soutiennent François, c'est qu'ils sont homophobes, forcément. L'équation est d'autant plus vite résolue que les deux compères ont instauré une grande complicité entre leur marque et leur public. Leur stratégie marketing se retourne donc contre eux. Voilà que des activistes collent maintenant des post-it à même les paquets de gâteaux en magasin. Sur ces post-it, on voit écrit « Cette marque est homophobe ». C'est la première grande crise pour les équipes de Michel et Augustin. Dans ce deuxième épisode sur Michel et Augustin, je vous emmène sur le chemin de cette aventure entre conquête américaine, buzz de la DRH et un rachat qui conclut l'aventure d'une façon plutôt inattendue pour les deux fondateurs. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brohat, je suis moi-même entrepreneur. J'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Depuis le passage sur Capital, vous savez, l'émission de M6 du coup, et la réorganisation de l'entreprise, Michel et Augustin s'imposent comme une entreprise qui cartonne. Un exemple, 2010, elle fait 10 millions de chiffre d'affaires. En 2012, 18 millions de chiffre d'affaires, soit un quasi-doublement du chiffre d'affaires en 2 ans. En 2015, Michel et Augustin fait alors, imaginez, 40 millions de chiffre d'affaires, soit x4 en 5 ans. À titre de comparaison, la croissance de l'industrie agroalimentaire sur la même période est estimée à 0,9%. La croissance du chiffre d'affaires est telle qu'il prévoit d'atteindre, écoutez bien, 100 millions de chiffre d'affaires en 2017-2018 à ce rythme-là. Le nombre de salariés, lui, passe d'une trentaine à 90 en 5 ans. Faut bien le dire. Michel et Augustin, c'est plutôt une affaire qui roule, et qui roule en kangourou d'ailleurs. Désolé pour le petit jeu de mots, hein. En juillet 2013, pour accélérer leur croissance, ils font une augmentation de capital avec le fonds Artemis, le fonds de la famille Pinault. Ce fonds augmente sa part de 25% à 70% et injecte 3,7 millions d'euros dans la structure pour un investissement total sur plusieurs années de 20 millions d'euros. Ce qui valorise déjà Michel et Augustin à 50 millions d'euros. Les deux fondateurs, eux, conservent 30% du capital. Le deal avec le fonds familial est le suivant. Vous nous conseillez, mais vous nous laissez une liberté maximale. Après s'être diversifié donc dans les yaourts, dans les cookies et dans les biscuits apéritifs, Michel et Augustin veulent maintenant renforcer sa présence dans les 10 plus grandes villes de France.
une marque très parisienne au démarrage. Fidèles à leur stratégie de street marketing, ils la déclinent jusque dans les ressources humaines et voilà donc que leur DRH recrute maintenant directement dans le métro et toujours en vidéo. Un recrutement d'ailleurs qui ressemble plus à une opération marketing qu'à une véritable opération de recrutement. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors ça c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs? Oui, je cherche un grand chef de la bananerie lyonnaise. Non, on veut parler. Non, faut terminer les réseaux sociaux dessus, Lina. La DRH donc ne chôme pas et les équipes augmentent significativement en l'espace de quelques années. Mais l'argent frais apporté par Pinault a une seule finalité pour les trublions du goût. Réaliser leur rêve international, réaliser avant tout leur rêve américain. Les fondateurs rêvent depuis longtemps des États-Unis. D'abord, c'est là qu'Augustin, jeune adulte, a découvert Ben & Jerry's. Oui, souvenez-vous de l'épisode 1. Ben & Jerry's, et évidemment si vous êtes amateur de glace, c'est la même chose. Ce sont les pots de glace avec la photo des fondateurs. C'est aussi là, aux États-Unis, que Michel a passé une partie de sa vie professionnelle après l'ESCP. Bref, on peut le dire, ils ont soif d'Amérique. Paradoxalement, l'international est peu développé dans le portefeuille de la marque. Ils ne réalisent que 10% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, principalement sur les marchés francophones, Belgique, Suisse, etc. 2014 donc, c'est l'heure du grand bain. Une filiale est ouverte en novembre à New York, dans le quartier de Brooklyn. Une ouverture portée par un employé emblématique de la marque, Antoine Vauchel. Fidèle de la première heure, il a grimpé les échelons de l'entreprise au fur et à mesure qu'elle grandissait. Antoine recrute d'abord une dizaine de salariés, cherche les premiers distributeurs, monte des partenariats et gère la logistique. Bref, il est partout. Augustin le rejoint en juillet 2015 et s'y installe avec sa femme et ses 5 enfants. Un mois plus tôt, Michel et Augustin, l'entreprise donc, a remporté une première victoire aux États-Unis avec l'opération Aller Howard un café ou comment se retrouver distribué dans tous les Starbucks aux États-Unis. Tout commence en juin 2015. Un collaborateur de Starbucks souhaite goûter les cookies de la marque française à Seattle sur la côte est des États-Unis. Il s'avère que les frais de livraison sont astronomiques. Pour Michel et Augustin, la contrainte budgétaire va se transformer en opportunité marketing. Plutôt que de les faire livrer, ce qui leur coûterait environ $1000, ils se disent qu'ils vont les donner eux-mêmes sur place dans le bureau d'Howard Schultz, le CEO de Starbucks. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il a même écrit un bouquin. Howard Schultz, c'est une véritable légende aux États-Unis. Il a même failli être candidat à la présidentielle. Donc, 2 salariés de Michel et Augustin prennent alors l'avion depuis Paris, avec les valises pleines de cookies. Évidemment, ils filment tout. Ils lancent une véritable campagne de soutien sur Facebook autour du hashtag « Aller Howard un café ». Vous pouvez aller voir d'ailleurs, le hashtag existe encore. Des milliers de personnes reprennent le hashtag et suivent en direct le périple des 2 ambassadeurs de la marque. À l'arrivée pourtant, ils déchantent face à l'accueil courtois mais glacial au siège de Starbucks. Déposez vos échantillons ici, merci et au revoir. Ils sont raccompagnés dehors par la sécurité. Dépités, ils reprennent un taxi. Les 2 ambassadeurs n'ont pas le temps d'atteindre l'aéroport que, volte-face, l'assistante d'Howard Schultz les appelle et leur signifie qu'Howard lui-même veut les voir. Le CEO de Starbucks leur révélera qu'il a été alerté par sa femme qui a vu le buzz sur Twitter. J'ai reçu un appel d'un monsieur qu'on a croisé par hasard et il nous a dit « Rendez-vous pour rencontrer Howard Schultz ». Augustin, en partant,
m'a dit cette phrase. Il y a 1% de chance que tu rencontres Howard Schultz en allant à Seattle. Attends, il me rappelle. J'arrive pas à répondre. Oh, le truc de ouf. Ils présentent alors leur cookie à Howard, qui promet de lancer un test de distribution dans les Starbucks. Le contrat est signé quelques jours plus tard. Les 2 cookies, à la queue leu citron meringue et les chocolat noir avec une pointe de sel, sont désormais vendus dans les 7624 cafés détenus en propre sur le territoire américain. Jamais en panne d'un concept marketing d'ailleurs, les 2 amis ouvrent une Banana Farm en version française, en février 2016 sur 200 mètres carrés. Et si le deal avec Starbucks s'arrête en 2017, ils signent encore des contrats de distribution avec différents partenaires américains, dont Delta Airlines, la compagnie aérienne. La filiale américaine va jusqu'à faire plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais il faut bien le dire, l'aventure américaine est un échec. Ils n'arrivent pas à dépasser ce chiffre d'affaires et ne comprennent pas totalement les habitudes de consommation des Américains. Les ventes stagnent. Et dès 2017, Augustin revient en France. Tout va malgré tout pour le mieux dans le meilleur des mondes, et ce jusqu'à mai 2016. Et la phrase de soutien d'Augustin pour François Fillon. L'année 2016 est placée sous le signe de la polémique pour Michel et Augustin. Elle commence d'ailleurs au début de l'année avec l'association L214, vous savez, l'association connue pour ses vidéos sur les abattoirs. Pour ceux qui sont amateurs, vous irez taper sur YouTube. L214 donc reproche à Michel et Augustin l'utilisation de poules en batterie. Ils distribuent tracts et font même des happenings en magasin, un peu comme Michel et Augustin. Les fondateurs finissent par céder devant cette mauvaise presse et changent de fournisseur. Puis arrive le 30 mai 2016. Ils reçoivent François Fillon à la bananerie. Le soutien donc d'Augustin à François Fillon, puis une photo de Michel et Augustin avec plusieurs membres de gens de confiance, une start-up proche du mouvement La Manif pour tous, mais le feu aux poudres, vous allez voir gens de confiance. Les valeurs de La Manif pour tous étant à l'opposé de celles de la clientèle bobo de Michel et Augustin. Des consommateurs vont même jusqu'à demander un boycott de la marque, et d'autres collent des post-it, l'accusant directement d'homophobie. Octobre 2016, la campagne de dénigrement est à son apogée. Les haters, ceux qui détestent évidemment, vont même jusqu'à reprocher à Augustin, père d'une fille trisomique, d'avoir mentionné le livre du professeur Jérôme Lejeune, opposant notoire à l'interruption volontaire de grossesse. Bref, c'est la guerre, y compris d'ailleurs pour les équipes de Michel et Augustin qui se retrouvent attaqués dans leur vie privée. Ils subissent quolibets, remarques acerbes lors des dîners en ville et échangent avec d'anciens camarades. Michel et Augustin démentent en bloc dans un communiqué de presse. Ils réfutent les accusations d'homophobie et recontextualisent les rencontres qui sont à l'origine de la polémique en rappelant leur ambition d'ouverture et d'échange. Faut pas se leurrer, en vrai, cette tempête n'a aucune base sérieuse. Mais pourtant, le mal est fait. Augustin, d'ailleurs, regrettera d'avoir pris parti. Et cette histoire laissera des traces. T'as quelques personnes mal intentionnées qui ont détourné tout ça et qui nous ont traînés dans la boue. Et quand t'as des équipes qui ont 30 ans, qui se font accuser d'homophobie quand ils sortent dans des dîners le samedi soir, qui se font pourrir sur les réseaux sociaux, sur le réseau Facebook, Snapchat et tout. Quand moi j'ai 15 articles de presse qui m'accusent d'être homophobe et moi ils sont même allés plus loin à m'accuser d'être anti-IVG parce que j'ai une fille qui est trisomique et que je n'ai pas choisi parce que je l'ai découvert le jour de sa naissance. J'ai trouvé ça j'ai trouvé ça ignoble. La stratégie de communication dans l'entreprise, on va le dire, agit comme une caisse de résonance, amplifiant à l'extrême les critiques de l'extérieur. Pour les détracteurs, on est bien loin de la marque cool et ouverte.
où l'on parle de la fille d'Augustin, de la Kangoo bleue d'Augustin ou du vélo de Michel. Mais heureusement, 2016, ce n'est pas que de la polémique. Un tournant important pour l'aventure se dessine. Danone, l'ennemi des débuts, entre dans leur capitale. En 2015, le groupe Poult, P-O-U-L-T, principal fabricant de Michel et Augustin, leur propose de les racheter. Alors rappelez-vous, Michel et Augustin, c'est quand même une façade assez marketing, puisqu'ils ne fabriquent rien eux-mêmes. Et d'ailleurs, ils se sont appuyés sur 2 mastodontes pour la logistique et la fabrication. Donc pour la logistique, ils avaient Senoble, groupe bourguignon, et pour la fabrication, ils avaient Poult, société toulousaine. Malheureusement, la proposition de rachat pour Poult, pour Michel et Augustin, capote, notamment sur la valorisation. Cette expérience de rachat donne toutefois une idée au fondateur qui sollicite alors Éric Tout-le-Monde, c'est bien son nom, un banquier d'affaires. Alors, c'est quoi un banquier d'affaires? Ça permet de préparer des deals de rachat notamment. Michel et Augustin souhaitent un actionnaire plus impliqué, notamment dans le développement opérationnel et surtout le développement à l'étranger. Autrement dit, ce qu'ils veulent, c'est un véritable industriel de l'agroalimentaire. Danone, malgré ses différends avec Michel et Augustin, accroche. Il faut dire d'ailleurs que le groupe, désormais dirigé par Emmanuel Faber, nouveau DG de Danone, est favorable à ce rapprochement. Cela n'aurait pas pu se faire avec Franck Riboud, son prédécesseur qui avait même lâché en privé qu'il trouvait Michel et Augustin vulgaires. Surtout que Franck Riboud n'a toujours pas digéré le coup de jarnac des 2 trublions lors du lancement de sa marque de yaourt bio Les Deux Vaches en 2006. Michel et Augustin s'étaient tout de même invités à sa conférence de presse pour distribuer leur propre yaourt. Je vous fais référence à l'épisode 1. Danone accepte, après d'âpres négociations, un prix avoisinant les 100 millions d'euros de valorisation avec une option pour acheter le restant par la suite. Le pacte est scellé, sans chichi, lors d'un petit déjeuner à 3 avec Emmanuel Faber dans un bistrot du boulevard Haussmann en juin 2016. Le nouvel actionnariat est donc de 40% pour Danone, 30% pour Artémis et 30% pour les 2 cofondateurs. Au passage d'ailleurs, les 2 fondateurs empochent 3 millions d'euros chacun. L'idée fondamentale derrière le deal est d'accélérer donc la mise sur le marché de nouveaux produits et d'aller chercher de la part de marché à l'étranger. Après cette première prise de participation du 28 juin 2016, les choses s'accélèrent. Le 1er avril 2019, Danone exerce son droit de rachat et acquiert 95% des parts. La structure rachète notamment les parts d'Artémis et l'essentiel des parts de Michel et Augustin qui conservent toutefois 5% du capital. Danone promet aux fondateurs qu'ils conserveront leur indépendance. La réalité sera très différente, augurant d'une fin difficile pour Michel et Augustin, et se soldera par un départ en 2020 dans un contexte de croissance stagnant. Depuis 2018, le CA, le chiffre d'affaires donc, tourne autour des 50 millions d'euros. Mais surtout, il n'évolue plus. Michel et Augustin est passé facilement de 10 à 40 millions d'euros en 5 ans et depuis il stagne sans connaître la même croissance. C'est d'ailleurs ce que reconnaît assez facilement Augustin. Plus que sur la France où aujourd'hui, même nous, tu sais, aujourd'hui après 15 ans, on a noté un ralentissement de la croissance chez nous. Et ce qui est intéressant, donc ça fait quelques mois qu'on la note et qu'on en comprend bien les raisons. Et l'idée, c'est qu'on est quand même suffisamment... On pourrait y voir plusieurs explications. D'abord, la concurrence s'est accélérée et tout le monde communique sur le bon goût avec des packagings innovants et drôles. Dans ce contexte, la marque n'est plus originale et peine à faire évoluer son identité. Les voilà même éjectés par leur distributeur historique. En 2017,
une PME parisienne, la petite fabrique, évince Michel et Augustin des rayons de chez Monoprix. Monoprix, c'est vraiment leur distributeur historique. Si vous regardez d'ailleurs les vidéos YouTube, ils sont souvent dans les Monoprix à Paris. Et pour le coup, c'est un véritable coup dur. L'épicerie sucrée est devenue un marché compliqué et concurrentiel. Heureusement, ils ont plusieurs vaches à lait. Excusez-moi la blague, hein. Notamment la mousse au chocolat et le yaourt à boire, qui continuent de tirer les revenus. Donc, concurrence, vente des produits laitiers en déclin, Michel et Augustin essaient alors d'innover avec le lancement d'une gamme de produits à base de lait végétaux, lait de coco à boire, dessert à la mangue et à la framboise. Pendant ce temps-là, l'aventure outre-Atlantique s'avère un succès mitigé, voire même plutôt un échec, loin de la promesse du rêve américain. L'arrivée de Danone dans l'actionnariat doit donc leur donner les moyens de retrouver une croissance qu'ils n'ont plus connue depuis 3 ans. Un nouveau directeur général arrive en 2019, Sébastien Guillon, ce qui donne l'occasion à Michel et à Augustin de prendre du recul et de lâcher l'opérationnel. Ils s'occupent désormais de stratégie et réfléchissent aux Michel et Augustin de demain, notamment faire de la marque française une marque mondiale. Début 2020, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. La pression et les tensions entre les deux fondateurs et Danone sont à leur paroxysme. La promesse initiale, qui était de doubler le chiffre d'affaires en 2 ans, ne semble plus tenable. 16 octobre 2020, ils démissionnent du jour au lendemain de leur mandat de directeur général et sont dispensés de leur préavis contractuel. Un départ qui laisse les équipes de Michel et Augustin sans voix. Le départ et la fin sont brutaux, dans une certaine indifférence du milieu entrepreneurial. Seul un article mentionne le départ. On a coupé là du jour au lendemain pour être certain de ne pas interférer. Et on l'a pas forcément très bien fait, parce que le départ a peut-être un peu brutal et que la tribu a pas forcément tout compris, puis nous non plus. Mais si l'on prend un peu de recul, d'abord, Michel Augustin, c'est avant tout l'histoire de l'artisanat qui rencontre l'industrie. Dès les débuts, dans la cuisine de la rue Hermel, rappelez-vous épisode 1, l'objectif est de proposer aux consommateurs un sablé rond et bon. Précurseurs, les deux amis comprennent que la fabrication industrielle n'est pas condamnée à produire du bas de gamme. Ils montrent aussi que l'on peut fabriquer des produits agroalimentaires goûteux, destinés au plus grand nombre et en portant de nouvelles valeurs qui aujourd'hui encore sont inscrites dans l'ADN de la plupart des marques. Ingrédients simples, peu ou pas d'additifs, emballage recyclable. 15 ans plus tard, la marque ne se différencie plus. Ils étaient originaux, innovants, différents à leur lancement. Aujourd'hui, toutes les marques portent ce même message. Elles sont toutes bio, responsables, respectueuses de l'environnement, avec le goût au centre et un packaging fun. Allez dans un votre supermarché du coin, vous comprendrez ce que je veux dire. Michel et Augustin semblent donc avoir atteint un plafond de verre. La marque doit se réinventer en France et se développer à l'étranger. Au-delà du buzz de l'opération Starbucks, le marché n'a jamais vraiment décollé aux États-Unis. Michel et Augustin, en héros modernes de l'entreprise, ont inspiré, avec leur folie et leurs idées, toute une génération de consommateurs et même, je dirais, d'entrepreneurs. Ils ont eu 10 ans d'avance sur un marché très normé. Pourtant, ils ne sont plus les bonnes personnes pour faire passer ce palier à la marque. Leur départ est donc logique, même si brutal. C'est désormais à Danone de continuer l'aventure et de faire de Michel et Augustin non plus seulement une marque française, mais bien une marque mondiale. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes
les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.